Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Et oui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Il est ouvert également à tous les pratiquants sportifs, ou pas d'ailleurs, qui souhaitent en savoir plus sur cette magnifique communauté. Un épisode très particulier car cet épisode initialement avait été enregistré en présentiel dans un chalet à Chamonix. J'avais été invité par Monsieur Blaise Dubois pour enregistrer cet épisode et j'ai perdu l'épisode à la suite d'une mauvaise manipulation avec une carte SD, mais je vous l'expliquerai un peu plus précisément. Juste avant de passer à la présentation du sujet, je souhaitais faire un petit message pour les Patreons qui nous ont rejoints cette dernière semaine. Et je pense à Vincent Lafargue et Simon Cordier du club d'Aix-Saclay-Provence que je salue. Dans cet épisode, j'ai décidé de faire appel à Anaïs Daché, Patreon, athlète de haut niveau, coach sportif en activité physique adaptée, Sébastien Cornette, le fameux Sébastien Cornette, coach sportif, formateur à la clinique du coureur, et Monsieur Blaise Dubois, le fondateur de la clinique du coureur. Et dans cet épisode, nous allons parler de l'importance du renforcement musculaire, mais pas uniquement le renforcement musculaire comme on l'entend habituellement, hein, mais aussi le renforcement du pied, quel type de gainage faire, quel type d'exercice réaliser, et vous le verrez, ça dérivera un petit peu également sur une discussion sur le minimalisme. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Anaïs Daché, Sébastien Cornette et Blaise Dubois. Je suis avec Anaïs Daché, Sébastien Cornette et Blaise Dubois. Salut à tous les trois. Alors, avant juste que vous nous donniez un petit peu vos impressions et comment vous êtes en ce moment, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour ce que vous êtes en train de faire, parce que oui, c'est arrivé. C'est avec une grande tristesse que j'ai perdu mon premier épisode en entier suite à un problème de carte SD. Blaise m'avait gentiment invité ainsi que Seb dans un chalet à Chamonix lors de l'UTMB. On avait enregistré un épisode absolument parfait. Et oui, j'ai perdu l'épisode. Donc je tiens absolument à vous remercier de revenir au micro du LTP. Ça fait plaisir d'être là. Cool. Donc merci beaucoup. Ouais. Vas-y Seb. Ouais, merci à toi d'avoir insisté, de nous avoir sollicité, parce que c'était 2 heures géniales, et je suis sûr que les minutes et les heures qui nous attendent, parce que ça va durer très longtemps, parce que Monsieur Blaise Dubois a beaucoup de choses à dire, Anaïs a beaucoup de choses à dire, et puis moi je parle tout le temps, donc du coup je suis sûr que ça va être encore génial. Ouais, mais malgré tout, ça pourra pas être aussi bien que ce que ça l'était, malheureusement, parce que c'est vrai que c'était, on en parlait juste un peu en off, c'était un moment particulièrement sympathique, n'est-ce pas Blaise? Certainement. C'était très cool déjà d'être à Chamonix, d'être bien accompagné ensuite. Et voilà, mais là, ce n'est que partie remise. Donc, voilà, on est prêt. Bon, en tout cas, vous êtes au top. Anaïs, pas trop déçu d'avoir perdu ce moment qu'on a partagé? C'est vrai que quand tu m'as mis le message en me disant que tu l'avais perdu, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il me fait une blague. Et non. Donc forcément un peu déçue, surtout pour toi. Et puis après, non, parce que ça m'a permis de rencontrer Blaise, de rencontrer Sébastien, de te voir aussi en vrai à Chamonix. Donc non, c'était vraiment un chouette moment. Après, voilà, c'est les aléas du podcast, exactement. Malheureusement. Donc en étant tout à fait transparent, voilà ce qui s'est passé. Et donc je vous remercie encore une nouvelle fois. Anaïs, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es Patreon, tu me soutiens depuis un long moment déjà. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, en effet, je te soutiens parce que déjà ce projet, je le trouve très chouette, et donc ça me tient à cœur de te soutenir. Et puis donc moi, je suis Anaïs Daché, j'ai 24 ans. Je vis dans la Loire, voilà, une grosse heure de Lyon, on va dire. Et puis je pratique le trail depuis 5-6 ans. J'ai fait de l'athlétisme sur piste depuis que j'ai 6 ans. Donc voilà, je baigne dans ce milieu de la course à pied depuis de nombreuses années. Parfait. Et tu es aussi au niveau professionnel, je crois que tu es professeur, enfin tu es coach sportif notamment en APA
activité physique adaptée. Tu peux en parler un peu plus précisément? Exactement, ouais. Je suis enseignante en activité physique adaptée à mon compte. Et j'interviens du coup auprès de différentes associations, maisons de santé, et puis aussi sur des ateliers prévention des chutes chez les personnes qui ont plus de 60 ans. Donc avec différents publics bien variés. Donc c'est très intéressant. Donc le renforcement musculaire qui est le sujet de cet épisode, tu connais et tu vas nous en parler un peu plus tard. Sébastien, de ton côté, est-ce que tu pourrais, pour les rares personnes qui ne te connaissent pas, te présenter en quelques mots? Déjà, je vais réagir sur le sujet. On va parler de renforcement. Je crois qu'on avait parlé de volume, parce que moi, je connais pas grand-chose de renforcement, donc du coup, je suis un peu déçu. Bien joué. Déjà, je vais me présenter. C'est vraiment une honte que je doive me présenter parce que je pense que normalement tout le monde devrait me connaître. Allez, je deviens sérieux. Je suis enseignant à la clinique du coureur pour le cours 1.7 principe et planification de l'entraînement depuis 2018. J'ai fait connaissance avec la clinique du coureur et Monsieur Blaise Dubois en 2016 sur une formation 1.0 et puis voilà, on a tissé des liens et puis j'ai été au Québec découvrir sa belle famille et sa belle région et du coup aujourd'hui je peux le dire en toute transparence, c'est devenu un ami, en tout cas moi je le considère comme ça, j'espère que c'est réciproque. Je suis aussi le créateur et le fondateur de la méthode École de Trail, qui est justement une vision un peu particulière et en tout cas de l'entraînement différent. L'entraînement, j'ai participé ce matin à une interview et j'ai envie de dire que c'est l'entraînement intelligent où le renforcement a une place importante. Donc, il était naturel quand tu m'as fait l'invitation que je sois là. Et voilà. Et puis à côté de ça, je coach des gens. Au départ, j'étais coach athlète santé. Donc, ce que fait Anaïs me parle beaucoup puisque moi, j'ai commencé par la marche nordique et la Zumba. Et aujourd'hui, je m'occupe de gens qui sont insuffisants respiratoires jusqu'à des élites dans différentes disciplines. Donc voilà, et très heureux de partager ce nouveau moment avec vous tous. Merci encore. Et puis tu es reconnu dans le milieu pour être l'entraîneur qui propose le courir moins pour courir mieux et notamment beaucoup l'utilisation de renforcement musculaire dans la pratique du trail. Tu peux nous en parler 2 minutes? Oui, j'ai oublié de dire quand même un truc important. Je suis le co-auteur du livre Moins courir pour mieux courir, avec ma co-autrice Mélanie Pontet, qui est une amie, qui est devenue une amie parce que l'écriture de 2 ans d'un livre, ça crée des liens d'amitié ou pas, parce que c'est assez pénible. Et effectivement, le titre du livre résume bien la définition de la méthode et de ce vers quoi moi je me dirige. Donc, moins courir pour mieux courir, avec une place très importante pour le renforcement, parce que je suis parti du postulat que mes contemporains n'étaient pas assez forts. Et du coup, voilà. Donc, je fais courir quand même les gens parce qu'il faut quand même les faire courir. Et le but étant de les faire courir, on passe par du renforcement et de la technique de course, quel que soit le niveau de l'athlète. Absolument parfait, Seb, je te remercie. Allez, Blaise, une petite présentation rapide parce que voilà, t'es passé plusieurs fois dans le podcast. Et puis aussi, tu peux nous parler de ton nouvel ouvrage qui est sorti récemment. Alors, Blaise Dubois, je suis physiothérapeute de profession avec un intérêt très particulier sur la science. Donc, j'ai fondé la clinique du coureur qui enseigne les meilleures pratiques un peu partout dans le monde, dans une quinzaine de pays, avec plein de collègues, dont Seb, dont plein d'enseignants. Et en fait, on a une veille scientifique de la littérature systématique qui se fait à chaque semaine, donc qui est menée par Jean-François Esculier actuellement. Et finalement, ça fait en sorte qu'on est à jour sur la littérature scientifique et sur qu'est-ce que dit la science des sujets qui nous intéressent autour de la course à pied. Moi, personnellement, je suis un coureur de 800 mètres quand j'étais plus jeune qui me recycle en ultra-trailer. Alors, depuis 3 semaines maintenant, je peux dire que je suis un ultra-trailer parce que j'ai réussi à finir un 100 kg au Mexique. Il faisait beaucoup trop chaud, mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà. Donc, quoi dire d'autre? Ton ouvrage? Oui, c'est ça. On a publié la 2e édition du livre La santé par la course à pied avec Fred Berg, avec les photos d'Alexis. C'est un livre qui fait intervenir plus de 50 professionnels et experts à travers le monde. Donc, c'est vraiment un livre très riche d'informations, toujours sous le terme de la rigueur scientifique et qui va peut-être bouleverser quelques-unes de vos pratiques si jamais vous l'achetez. Voilà. Parfait. C'est fantastique. Merci beaucoup pour ces présentations. C'était impeccable. Je vais commencer par une question un peu vaste, un peu large. Sébastien, est-ce que la place du renforcement musculaire dans l'entraînement, on parle bien ici de trail uniquement, parce que c'est un podcast de trail, est-ce une option ou est-ce que c'est fondamental? C'est fondamental. C'est fondamental parce qu'aujourd'hui, on peut
facilement démontré. Et Blaise parlait de la science et de l'importance de la science dans la pratique et auprès de la clinique du coureur. Aujourd'hui, les études mettant en avant le renforcement dans la course à pied en règle générale, tu disais qu'on parle que de trail et pas de course à pied. Je rappelle à nos auditeurs que le trail, c'est de la course à pied. Et je dis ça exprès parce que trop souvent, on croit que c'est juste aller se balader et faire de la rando en montagne. Non, c'est d'abord de la course. Et donc, du coup, j'aime bien ne pas opposer les courses à pied. Mais je reviens sur ta question. Oui, pour moi, c'est fondamental. Et justement, pour trop de monde, c'est une option. Anaïs, de ton côté, est-ce que toi, dans ta pratique sportive, tu utilises le renforcement musculaire ou pas? Oui, et puis je l'utilise de plus en plus. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à faire, un peu de gainage, classique. Et de plus en plus, j'intègre des charges, alors des petites charges, mais j'intègre des charges sur des exercices un peu plus spécifiques au trail. J'ai la chance d'avoir un copain kiné, donc qui a aussi beaucoup de notions dans ce domaine. Donc c'est vrai que je pratique un petit peu de renfort. Blaise, de ton côté, dans l'ouvrage que j'ai lu, on parle de cet aspect renforcement musculaire, mais on parle d'un point de vue plutôt axé sur notamment la proprioception, notamment le gainage. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la position de la clinique du coureur sur cet aspect-là? Alors, si je prends le renforcement dans son sens très large, on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'initialement, on pensait qu'on augmentait la trophie musculaire, on prenait du volume, de la force, point. Mais en fin de compte, quand tu fais un exercice, si jamais il y a une instabilité associée, c'est-à-dire que tu es en équilibre, tu travailles aussi ta proprioception, tu travailles aussi des mécanismes neuro et autres qui ont des influences sur les douleurs, sur la performance, etc. Ce qu'on sait de façon générale actuellement, c'est que les exercices de renforcement pour essayer de corriger de la biomécanique, pour avoir un aspect préventif sur les blessures, est très mal démontré. Donc, actuellement, sur la prévention des blessures, c'est pas parce qu'on aligne le genou, c'est pas parce qu'on fait du contrôle moteur, c'est pas parce que on fait quelque chose de particulier comme on aime beaucoup faire en physio partout dans le monde, donner des exercices de renforcement des fesses pour aligner le genou avec le deuxième orteil, ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas, mais ça ne prévient pas les blessures non plus. Donc, on a beaucoup dérapé sur le renforcement et sur l'effet du renforcement. Le renforcement, pour moi, actuellement, est un outil très intéressant dans la prévention pour rendre le corps plus robuste, pour augmenter sa tolérance, pour faire en sorte qu'on devienne simplement plus résistant aux différents mouvements, charges externes qu'on va avoir dans une activité fonctionnelle, comme aller courir en trail, par exemple. Après, on sait, Sébastien l'a mentionné tout à l'heure, mais que d'un point de vue performance, on a des revues systématiques qui nous montrent que de faire du renforcement améliore l'économie de course et peut améliorer donc les performances et encore une fois la tolérance en trail, ultra trail, c'est un facteur quand même important. Et puis là où on a de la science très solide qui nous montre que le renforcement est vraiment intéressant, c'est sur le traitement des pathologies. Vous avez des problématiques de syndrome fémoro-patellaire, de tendinopathie. La meilleure thérapeutique que vous pouvez faire, c'est du renforcement. Stresser le corps avec une gestuelle, avec des charges, avec un load sur le tissu pour créer des adaptations et faire en sorte qu'il y ait une augmentation de la tolérance qui fasse en sorte qu'on n'ait plus mal aux genoux et qu'on soit capable d'en faire plus. Seb, de ton côté, comment tu places ces séances de renforcement musculaire? Imaginons qu'on se place dans un cadre d'un trailer ou d'un ultra-trailer. Quelle est la proportion de ce renforcement musculaire dans la semaine de tes athlètes? C'est une excellente question. En fait, ça va être combien de temps il accorde à son entraînement. Et moi, j'aime bien, parce que la première des excuses qui est trouvée par le trailer et l'ultra-trailer, c'est que j'ai pas le temps pour faire du renforcement. Et du coup, sur mon cours 1.7, principe de planification de l'entraînement, je démontre qu'en 4 minutes 26, tu peux faire du renforcement sur une musique qui est assez sympa. Donc, en fait, c'est déjà combien de fois tu peux t'entraîner? Et on va dire que tu parlais d'ultra trail, on est à peu près sûr que si tu t'entraînes moins de 5 fois par semaine, fais pas d'ultra trail, quel que soit ton objectif. Donc, si tu t'entraînes 5 à 6 fois par semaine, il y aura, à mon avis, au moins une séance pure de renforcement. Et puis après, il y aura les séances dites école de trail mixtes où je mêle et la course et le renforcement pour avoir justement un transfert direct
dans la course. Donc, j'aime bien un tiers de. En fait, plus tu t'entraînes, plus la partie d'entraînement croisé est importante. Mais en règle générale, le un tiers est intéressant. C'est-à-dire un tiers d'entraînement croisé, un tiers de renfort qui peut être mixé avec de la course, et puis course pure. Après, quand je veux jouer des stratégies pour que les gens se renforcent, en fait, je pense qu'on peut faire tous les jours 5 minutes ou de mobilité ou de renforcement, parce que la mobilité fait partie inhérente du renforcement, parce que un des exercices de base qui est le squat est souvent mal réalisé parce que manque de mobilité. Alors souvent sur l'articulation de la cheville, on a une mauvaise dorsiflexion et du coup on va mettre une contrainte plus importante. Donc plus tu t'entraînes et plus la place de l'entraînement croisé, et donc le vélo ou autre, est important, et puis donc du coup de par conséquent la course prend moins de place. Mais pour autant, est-ce que je conseillerais aux gens de courir très régulièrement? Oui, d'ailleurs dans les WOD que je propose ou les circuits que je propose, il y a toujours ou de la course ou un stress lié à la course, corde à sauter, des exercices qui vont permettre un transfert en fait de l'exercice de renforcement vers la course à pied. Anaïs, de ton côté, dans le cadre de ton activité professionnelle, et Seb en parlait aussi tout à l'heure, pour les personnes qui ont des difficultés, etc., à se mouvoir ou des problèmes de santé notamment, est-ce que tu utilises le renforcement musculaire? Là, on sort un petit peu du cadre sportif, mais est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton expérience sur ce point-là? Ouais, bien sûr, et c'est vraiment une grosse partie des séances que je propose, notamment avec les personnes. Donc, j'interviens dans une association Sport et Cancer, où on prend en charge les personnes dès le début de leur traitement, et pour justement essayer de limiter cette fonte musculaire liée au traitement, liée à la pathologie. Donc, on va beaucoup axer sur le renforcement musculaire. Et puis après, voilà, toutes les personnes que je prends en charge, on travaille sur le renforcement, le travail des muscles profonds aussi, notamment chez les personnes âgées, pour le travail de l'équilibre. Si les muscles ne sont pas présents, l'équilibre, ça ne marchera pas non plus. Donc en fait, c'est tout un travail en amont qu'il faut faire au niveau musculaire et qui est vraiment primordial. Ouais. Blaise, est-ce que tu pourrais, par le biais des recherches scientifiques que vous avez balayées là dans le cadre de votre dernier livre, est-ce que il y a des retours à faire sur le positionnement de ces alors tu parlais tout à l'heure du renforcement musculaire dans le cadre de retour de blessures et du fait de soigner les blessures, mais dans un cadre de préparation à un événement. Est-ce qu'on sait à quel moment de la saison il est plus préférable de faire du renforcement musculaire ou pas? Alors, on sort un petit peu de mon expertise. Ouais. En fait, quand on parle de faire du renforcement pour augmenter la tolérance, pour améliorer les performances, il y a de la science qui nous montre qu'on a un effet. Après, cet effet-là, il s'atténue assez rapidement. Donc, si jamais on fait une phase de préparation où on fait de la muscu 2 fois par semaine, admettons, il faut faire des rappels après ça. Et les rappels, s'ils ne sont pas faits minimalement en 2 semaines, il va vraiment avoir une perte des acquis. Donc, même si tu fais une phase prépa muscu, puis Sébastien pourrait certainement mieux répondre que moi là-dessus, mais si tu fais une phase prépa muscu, après ça, il faut faire des rappels pour arriver en in-season quand tu es dans ta compétition, en fin de compte, avec encore les acquis que tu as travaillé il y a quelques semaines, quelques mois. Ouais, vas-y. Vas-y, Seb, je te laisse enchaîner. Peut-être certainement. C'est une belle passe décisive. En fait, on a démontré que le travail en excentrique avait un effet à 6 semaines. Donc, du coup. Est-ce que tu peux rappeler, Seb, pour ceux qui ne savent pas, le travail en excentrique? C'est la phase de freinage musculaire. Par exemple, sur un squat, c'est la partie où vous descendez les fesses en dessous des genoux, évidemment, quand c'est un squat profond. Ok, c'est cette phase-là qui va développer le plus de force et qui, alors, mérite d'être travaillée. C'est ce qui va nous permettre de développer la force avec des charges un peu moindres. Donc, du coup, sécuriser les gens aussi, parce que oui, il y a une notion qu'on doit. Je me fais
je m'éparpille un peu, mais s'il y a une notion qu'on doit retenir aussi, c'est que développer la force est plus intéressant que de développer uniquement l'endurance de force. Donc, très peu de répétitions avec une haute charge plutôt que de répéter beaucoup de répétitions à faible charge, voire à poids de corps. Donc, du coup, la phase excentrique est une phase qui développe 120% du 1RM, donc de votre charge la plus lourde que vous pouvez soulever. Et du coup, si vous faites un cycle de 6 semaines de développement de la force en passant par du travail excentrique, on sait que pendant 6 semaines, vous gardez les gains du développement. Donc, du coup, l'idée, c'est de faire des rappels parce que j'aime bien rappeler que c'est difficile de développer, mais c'est facile de maintenir. Donc, du coup, une fois que vous avez développé, l'idée, c'est de faire des petits rappels assez réguliers pour qu'on soit encore dans le bénéfice du travail effectué sur le travail de force. Sébastien, juste pour préciser 2 choses. On parle de conserver un gain en force qui nécessite des rappels plus fréquents. Je parlais du 2 semaines. Même 2 semaines, on est un peu à l'extrême. Après, sur les adaptations tissulaires de la courbature, c'est-à-dire de la lésion musculaire par le travail excentrique, là, on peut faire des rappels qui sont peut-être un petit peu moins fréquents. Après, ces adaptations-là sont ultra spécifiques. Alors, je vous donne un exemple. On se prépare pour un 100 km avec mon collègue Yves. Donc, on fait beaucoup de dénivelés négatifs qu'on cumule à haute vitesse pour aller casser du quad et pour être prêt à enchaîner notre course. Finalement, notre course va relativement bien à ce niveau-là. Ça va très mal sur beaucoup d'autres facteurs, mais sur ce facteur-là, ça va bien. C'est-à-dire que nos quads tiennent la route. À la fin, il y avait une belle descente de quelques centaines de mètres de dénivelé où je me laissais aller à 4 minutes le kilo. C'était assez roulant et les quads tenaient très bien. J'ai été courbaturé après un peu, bien évidemment, parce que c'était un 100 kg. Là, on est 3 semaines après. On se fait une petite muscu. On fait du squat profond et des trucs que je n'ai pas l'habitude de faire et qui n'est pas spécifique à ma charge de trail. Et là, ça fait 3-4 jours, je suis courbaturé à marcher comme un canard. Donc, il y a vraiment une spécificité des gestuels demandés qui est essentielle. Et c'est pour ça aussi que je me questionne toujours dans quelle mesure la muscu qu'on fait ne doit pas ressembler à ce qu'on a comme exigence fonctionnelle dans notre activité. Parce que finalement, je me dis, si tu es courbaturé comme ça, après avoir fait un 100 kg, une super bonne prépa pour ton truc, peut-être que c'est parce que ces muscles-là, tu les utilises pas en courant, sinon tu ne serais pas courbaturé de la sorte. Donc, est-ce que je fous le bordel dans notre conversation et je lance une flèche à Sébastien? Est-ce que faire du squat profond, c'est super fonctionnel? Est-ce que ça dépend du type de trail qu'on va avoir? Est-ce que, etc. Du coup, j'adore parce que en fait, vous allez remarquer, ceux qui n'ont pas assisté, avec Blaise, on est amis, on aime se challenger et j'adore cette flèche parce que en fait, je conseille à tout le monde de faire du squat profond, mais ça c'est du non fonctionnel. Puis après, j'emmène mes athlètes vers le fonctionnel. Et là où je rejoins totalement Blaise sur son analyse, c'est que effectivement, il s'est désadapté au squat profond puisqu'il en fait et là d'un seul coup, il se courbature. Mais en fait, ce qui est intéressant justement, c'est de faire du squat profond en préparation physique générale, au début de ta préparation, quand tu vas préparer justement ton 100K comme ils l'ont fait. Et puis plus tu te rapproches justement de ton objectif, plus il faut que les exercices même de renforcement soient les plus spécifiques possibles. Donc, squat unipodal, squat bulgare, toutes ces choses qui sont fonctionnelles. Puis après, du squat jump. Et d'ailleurs, en formation école de trail, ce que j'aime à rappeler, c'est quel est l'exercice le moins fonctionnel pour la course à pied pour les membres inférieurs? La réponse, la chaise, parce que tu n'as pas de mouvement, tu as un angle que tu n'utilises pas. Et puis, quel est le mouvement le plus fonctionnel? Le squat jump unipodal, parce que là, du coup, on est sur un exercice complètement spécifique. Et là où, du coup, je reprends la flèche et je la relance à Blaise avec toute ma bienveillance, c'est de dire, oui, fais du squat profond pour justement adapter un petit peu tout ton corps et puis après, va vers le plus spécifique. Mais effectivement, vu que ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait, et d'ailleurs, franchement, c'est le plus beau jour de ma vie. J'entends Blaise Dubois avoir fait des squats profonds. Les gens, là, pour moi, c'est la plus belle phrase qui puisse m'être donnée aujourd'hui d'entendre Blaise Dubois faire des squats profonds. Blaise, réaction. C'est la dernière fois, j'en ferai plus. Là, je suis courbaturé en plus, j'ai mal partout. Non, c'est fini. Non, en fait, oui, ça peut faire plus de sens. Encore une fois, on se relance, mais je me prépare pour un 100 kg, ma vie est très chargée. Donc, c'est quand même compliqué de rentrer ces carrés dans des trous de mon temps. C'est quand même… donc, effectivement, j'ai fait très peu de muscu pour ma préparation. On a fait des trucs très spécifiques. On a maximisé les choses essentielles qu'il fallait qu'on fasse.
Et comme on connaît aussi ces facteurs limitants, tu sais, moi, je suis un gars qui vient du foot, du soccer, avec coureur de 800 mètres. J'ai des qualités qui sont beaucoup plus sur le court, que sur le long. Et je suis ultra mauvais sur le long. Quand je dis ultra mauvais, c'est que mon apprentissage, il est surtout à la tolérance à la douleur, à tenir le coup, à continuer de courir pendant plusieurs heures, ce qui est vraiment pas facile. Et donc, la préparation était beaucoup sur cet élément-là, qui est mon facteur limitant, je pense, pour faire un ultra. Donc, ça veut dire faire du volume que Sébastien nous dirait, ben, vous avez fait beaucoup trop de volume. Mais moi, je pense que pour moi, c'est un essentiel parce que c'est ça qui va me traîner davantage sur mon truc. Et je parle d'entraîner la tête autant que le corps. Très bien. Bon, magnifique joute verbale entre vous deux, c'était parfait. Anaïs, de ton côté, quand tu travailles le renforcement musculaire, est-ce que tu travailles, tu te concentres plus sur du travail excentrique, qui est plus utile en descente, ou du travail concentrique? Les deux. Les deux, ouais. Comme je te disais, c'est surtout Nico, mon copain, qui me propose différents exercices. Donc, on va travailler les deux, et puis sans oublier aussi le haut du corps, quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que j'ai très rapidement des bonnes courbatures au niveau des bras et du haut du corps parce que j'ai pas du tout l'habitude, mais mine de rien, ouais, c'est important aussi parce que je m'oriente vers des trails un petit peu plus longs où parfois il faut aussi utiliser les bâtons. Et le haut du corps, on s'en sert, donc ouais, c'est important aussi. Seb, je te renvoie la balle du coup. Renforcement musculaire du haut du corps, utile, pas utile pour le trail? J'avais envie de choquer un peu les gens et comme j'aime bien faire ça, je vais dire primordial parce que en fait, ce qui est important, c'est d'être. Mais je mettrais évidemment un bémol, mais d'abord, je veux choquer les gens. Primordial parce que si tu veux de la mobilité, de la scapulaire, travaille avec tes bras en l'air, fais de l'overhead. Si tu veux que tes bras servent vraiment de balancier à peu près cohérent par rapport à la course, fais un petit peu de pompe. Maintenant, est-ce que je vais développer ma force? Est-ce que je vais développer mon hypertrophie du haut du corps? Certainement pas. Par contre, je vais y mettre peut-être des postures de pilates, de yoga pour renforcer quand même le fait de me maintenir un tout petit peu plus droit, d'aider mon buste à être plus droit pour avoir une meilleure respiration, une cage thoracique qui soit un peu plus déliée. Donc, en préparation spécifique générale, je vais faire des pompes, je vais faire des dips, je vais faire beaucoup d'overhead aussi parce que c'est un travail du corps qui est hyper intéressant. Alors, quand je dis corps, je dis C-O-R-E, le noyau, là, vraiment, et c'est ça qui est très intéressant, faire des squats ou des fentes avec les bras en l'air, avec ou sans charge, c'est hyper intéressant. Et du coup, oui, le haut du corps, on le travaille sans le développer, mais en tout cas, ça doit être. En fait, l'idée du renforcement musculaire, c'est de faire comprendre à nos auditeurs, c'est que, en fait, on veut que les hommes et les femmes qui nous écoutent soient des hommes et des femmes dans la vie de tous les jours qui soient en forme. Et en fait, ça, c'est sûr. Si tu es en forme dans la vie de tous les jours, tu seras plus en forme pour aller sur ta passion qui est de courir. Et je vais revenir sur ce que disait Blaise, et vous allez voir comme on s'aime beaucoup, on se challenge. Moi, je sais que si demain Blaise Dubois avait la lucidité de me prendre comme coach, en fait, certainement que je le coacherais aussi. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Mais parce que j'ai été à bonne école, on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, t'es le meilleur, donc il faut que tu sois le plus cher. Et du coup, si jamais je le coachais, je lui donnerais quand même du volume parce que je sais plus que physiologiquement, je sais que mentalement, et je vais trahir un secret de Blaise Dubois, c'est que c'est son gouverneur central qui lui dit arrête, t'as trop mal. Mais en fait, donc je lui ferais faire du volume parce que je jouerais sur la partie psychologique et plus que sur sa partie physiologique. Mais oui, il mangerait des squats avec moi, il le ferait en courant, il s'arrêterait, il ferait des relais. Ceux qui ont fait le 2.0 connaissent le relais au lac Beauport et avec un peu de renforcement musculaire. Mais en clair, je lui donnerais en partie raison, je lui ferais faire un peu plus de volume que ce que je ferais faire à un autre parce que je sais que ça serait bon pour lui mentalement. Je referme cette parenthèse, comme ça il va me demander de le coacher. Juste pour rebondir sur ce que Seb et Anaïs viennent de dire sur le renforcement du membre supérieur, moi je pense qu'il faut faire la différence entre ce qui est bon pour la santé, Sébastien l'a précisé un peu, Anaïs aussi, sur
le fait, entre autres, quand on est une femme, on a clairement besoin de travailler pour sa santé générale, pour bien vieillir, pour pas faire trop d'ostéoporose au membre supérieur, pour réduire le risque de fracture, de faire de la muscu du membre supérieur. Si on parle de muscu du membre supérieur par rapport au trail, pour moi, la gestuelle spécifique, c'est les bâtons. Alors, on pourrait faire de la muscu avec des bâtons. Il y a des ultra-trailers qui s'entraînent avec des vestes lestées à travailler avec les bras, mais on reste dans une gestuelle, encore une fois, super spécifique. Donc, je veux faire la différence entre c'est quoi qui est bon pour la santé, c'est quoi qui est bon pour l'individu de façon générale, versus ce qui est bon pour performer en trail, où là, on est dans un autre monde. Donc, encore une fois, on peut faire quelque chose de très général pour aller vers du spécifique, mais pour moi, faire du renforcement du membre supérieur, c'est une bonne chose pour la santé. Est-ce que ça aide beaucoup sur la performance en course à pied? Ben, probablement très peu sur des courtes distances et peut-être un peu plus si on a des bâtons, mais ça reste un peu plus mitigé que la partie santé générale. Très bien. Seb, est-ce que tu pourrais nous dire s'il est préférable, dans le cadre de renforcement musculaire, de manière générale, de travailler sur des mouvements monoarticulaires ou polyarticulaires, et est-ce que tu peux rappeler la différence entre les deux? Monoarticulaire, on ne va cibler qu'un muscle ou un groupe musculaire en particulier. Polyarticulaire, eh ben, comme son nom l'indique, on va engager toute une chaîne musculaire qui sera beaucoup plus importante. Alors, ben, moi, je suis clairement quelqu'un qui est dans le fonctionnel et j'ai commencé à coacher en fuyant les machines monoarticulaires. Le mono, c'est très très bien pour post-blessure. Blaise a très bien souligné l'importance du renforcement justement pour après une pathologie. Là, ok. Mais sinon, polyarticulaire, les machines ou sans machine, à poids de corps, mais c'est polyarticulaire. Ouais. Ouais, j'ai entendu un épisode récemment, je crois que c'est Jason Coop qui avait fait venir une préparatrice physique et qui disait qu'effectivement les mouvements polyarticulaires, voire enfin, les mouvements très complets de type qu'on retrouve sur les burpees, etc., c'est quelque chose qui était hyper adapté à notre pratique. Tu confirmes? Je confirme, j'invite les gens à aller sur mon Instagram et je partage énormément de WOD et énormément de WOD avec des burpees. D'ailleurs, le premier WOD que j'ai fait faire à monsieur Blaise Dubois, il n'arrêtait pas de tricher sur les burpees. C'était à Grenoble pour la présentation du 1.2. Voilà, je donne un petit peu, je délie, c'est de la délation. Mais ouais, le burpees, plus sérieusement, c'est un exercice qui est génial. Tu travailles au niveau cardiovasculaire, tu travailles tout le corps. Alors effectivement, souvent on est limité au niveau du haut du corps, mais moi je fais faire des baby burpees. D'ailleurs sur le 1.7, je fais faire des burpees aux gens et ils font des baby burpees quoi. Ils font pas le push-up parce que là pour le coup je rejoins. Effectivement, je choquais exprès sur le haut du corps, mais je rejoins Blaise sur la notion de performance. Le haut du corps va être limité, mais du coup ouais, le burpees c'est un super exercice, c'est polyarticulaire et en plus c'est cardiovasculaire. Blaise, est-ce que tu pourrais nous dire, alors je sais pas si ça sort encore un peu ton champ de compétences là aussi, mais comment quantifier le nombre de séries? Est-ce que nous, on aurait plutôt tendance à être sur du travail de résistance musculaire, donc Seb le disait tout à l'heure, des répétitions avec des poids plus légers et des répétitions plus importantes, en nombre plus important, ou sur de la force avec un poids plus lourd et des répétitions moins importantes? On aurait intérêt à se focaliser sur quel type d'effort? Alors, pour le traitement de différentes pathologies de type tendinopathie, périostite, fasciite plantaire, les aponévrosites et compagnie, plus de répétitions avec moins de charge semble être préférable, d'avoir un stimuli récurrent. On va d'ailleurs recommander pour la prévention des blessures de courir tous les jours, d'avoir un stimuli qui est vraiment très fréquent et quand on a des tendinopathies, on va même faire 2 ou 3 sessions par jour de stimuli avec des charges un peu plus faibles, mais plus de répétitions. Quand on parle de performance, même dans la performance d'endurance, il semble que de travailler tes fibres de force, type 2A, semble préférable. Donc, il y a même il semble que de travailler en force pure, avec des charges très importantes, semble être préférable sur la performance. D'accord. En endurance, et non pas juste en vitesse ou en force. Très bien. Anaïs, est-ce que tu veux réagir sur le sujet? Non, ouais, c'est vraiment intéressant et c'est quelque chose que je faisais pas avant d'ajouter vraiment de la charge, où j'étais plutôt au poids de corps.
Et puis c'est vrai que voilà, vu mon petit gabarit, déjà j'avais du mal à soulever des grosses charges. Et de plus en plus, j'intègre un peu plus de charges, en lien aussi avec une discussion que j'ai pu avoir avec Sébastien Diffenbronn, voilà, sur un autre sujet, mais qui m'a aussi conseillé d'intégrer des charges, que ça pouvait aussi me faire évoluer au niveau musculaire. Et tu as senti une amélioration du coup? Alors, ça fait pas très très longtemps que j'ai mis ça en place, donc c'est vrai que pour l'instant, pas énormément. Et puis, pour l'instant, je prépare pas de courses, donc j'ai pas vraiment de plan très très spécifique. Donc pas vraiment pour l'instant, mais ouais, j'ai hâte de voir un peu les évolutions que ça peut amener, ouais. Parfait, merci Anaïs. Blaise, je reviens vers toi. Dans votre ouvrage, vous parlez des exercices de renforcement et gainage du tronc, qu'on appelle plus communément le gainage, on va dire. Mais est-ce que tu peux nous donner tes conseils et vos conseils à la clinique du coureur? Je crois que vous êtes basé sur les études de Stuart McGill notamment, en ce qui concerne ce fameux gainage. Alors, moi, je viens de l'école australienne où on a, comme physiothérapeute, on passait beaucoup de temps à travailler les petits muscles profonds, le transverse de l'abdomen, les multifidus, des muscles, en fin de compte, qui semblent avoir une importance certaine sur la stabilisation et la capacité de gérer le mouvement au niveau lombaire. Par contre, Stuart McGill a un peu bouleversé ces pratiques-là en disant, mais ne restons pas trop longtemps sur ces petites choses et allons rapidement vers des choses plus exigeantes et aussi plus fonctionnel, une capacité à gainer quand on soulève une charge ou etc. Et donc, ma pratique a évolué vers des protocoles très rigides, très établis, à parler de ce qu'on appelle l'unité interne vers l'unité externe, vers le fonctionnel, à passer beaucoup de temps avec mes patients à les faire cheminer dans ce processus-là, versus qu'est-ce que tu arrives à faire et au moment où tu arrives à le faire, allez, on y va et on augmente de façon beaucoup plus rapide et on accélère les processus d'évolution de nos exercices. Alors, bien évidemment, je n'ai pas la même clientèle qu'Anaïs. Mes patients, c'est des coureurs, c'est des personnes qui arrivent à faire une planche. Donc, je suis très agressif maintenant dans la reprise de tout ce qui est gainage de corps, renforcement. On parle de corps du tronc, mais on a la même chose pour la hanche, on a la même chose pour le pied. Où on parle en fin de compte d'avoir une capacité à gainer, à stabiliser qui est grande à travers la capacité de faire des mouvements. Donc, la capacité à avoir une contraction musculaire pendant qu'on bouge. Donc, il y a ce qu'on appelle les muscles stabilisateurs versus les muscles qui nous amènent dans le mouvement. Donc, c'est pas juste de faire des crunchs et des redressements assis, mais de travailler des planches, de travailler la planche latérale, le side bridge, il y a toute une série. Stuart McGill parle du Big Tree, qui sont ses 3 exercices préférés qu'on retrouve dans le livre. Et puis, c'est des choses que je vais faire assez rapidement avec les patients qui ont des problématiques lombaires, dans la mesure où je pense que le renforcement est une bonne chose pour ces problématiques lombaires, parce qu'il y a des problématiques lombaires qui nécessitent du mouvement d'abord. Il y en a d'autres qui sont plus dans le gainage stabilisation. Et il y en a qui ont besoin d'être manipulés, de recevoir de la thérapie manuelle. Donc, on va essayer de cibler quel patient a besoin de quoi. Il y a des facteurs prédictifs de succès de ces différentes interventions et on va cibler le patient pour faire la bonne chose. Mais quand on parle de renforcement, pour le lombaire, excuse-moi, je suis dans le très efficace. Est-ce que tu pourrais nous expliquer assez rapidement qu'est-ce que ça apporte de faire du gainage du tronc dans le cadre de la course à pied? Parce que c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde en fait. Ben, tu sais, si je suis sincère, c'est pas clair pour les scientifiques non plus et c'est pas si clair pour moi non plus. Donc, je vais répondre à ta question avec nos croyances, mais le niveau de connaissance là-dessus est pas extraordinaire, on peut se le dire. On sait que dans une dynamique de course à pied, tu as un mouvement d'extension répété qui va se faire. Quand tu descends, il va encore plus loin. Quand tu montes, tu es un peu en flexion. Mais que dans tous les cas, en fin de compte, tu as une gestuelle de stabilisation du tronc qui transmet les forces, qui doit être capable de stabiliser, en fin de compte, ton unité centrale pour pouvoir te mobiliser. Donc, cette unité centrale sur laquelle s'attachent les jambes, et on a un mouvement qui va vers l'avant. Et si tu es tout mou, j'essaie d'imager, mais si tu es tout mou au niveau du tronc, la gestuelle d'efficacité pour avancer ne sera pas la même. Tu descends une côte à haute vitesse, tu viens chercher de l'extension lombaire. Si tu n'as pas une capacité à stabiliser, à gainer, tu vas t'irriter en allant trop loin dans cette amplitude potentiellement irritante. Et puis tu vas être moins économe aussi en même temps.
Potentiellement aussi. Effectivement, c'est des choses qui ont été amenées. Tu sais, quand tu veux transférer les forces, entre autres, dans une dynamique où tu accélères, par exemple, ben, il faut que tu sois capable de bien te stabiliser au niveau du tronc. Mais je le répète, hein, il y a un flou quand même important au niveau de la science sur c'est quoi l'importance de ce gainage-là. Il y a une expérience clinique aussi qui se mélange à tout ça, qui fait en sorte que nos patients qui sont plutôt de profil hypermobile, qui ont des problématiques à juste se pencher, ramasser quelque chose par terre et qui restent coincés, qu'on va appeler un peu la catégorie instable, bénéficient davantage de ce genre d'exercice de gainage et de stabilisation. Très bien. Seb, est-ce que tu peux nous dire de ton côté si on a intérêt plutôt à faire du gainage statique ou dynamique? Alors dynamique, j'entends par exemple quand on prend une planche, le gainage statique c'est être sur les coudes par exemple, et le gainage dynamique c'est lever un membre, lever un bras, puis une jambe, etc. ou un bras et une jambe, etc. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on a intérêt à faire? Alors, comme ma réponse tout à l'heure sur le renforcement, on part de quelque chose de très basique, donc la planche. Puis après, on va vers du dynamique, avec de l'instabilité, un mouvement de bras ou de jambes, pourquoi pas. Et puis après, pour rejoindre ce que disait Blaise, on va vers du spécifique. Et par exemple, le gainage le plus spécifique pour le coureur, alors le renforcement le plus spécifique pour le coureur, Blaise Dubois dirait que c'est la course, et il aurait en partie raison, donc du coup, je vais lui donner raison. Et moi, je fais faire des exercices avec une charge au-dessus de la tête et en appui unipodal avec une flexion et une extension de hanche. Tout ça pour dire, qu'est-ce qu'on a le plus besoin? Déjà, on a le plus besoin, c'est de développer sa force. Donc d'abord, commençons par des exercices basiques isométriques, puis après, mettons-y du mouvement, donc de l'instabilité par exemple pour la planche, ok. Puis après du spécifique, donc en appui sur une jambe avec des contraintes ou des exercices anti-rotateurs par exemple du buste qui sont super intéressants parce que c'est aussi ça, c'est lutter contre la déformation du corps à partir du moment où on lui met une contrainte. Donc faut toujours faire attention quand on parle de renforcement, parce que même si ta question est totalement légitime, si je te dis c'est bien de mettre du mouvement, les gens vont négliger la planche et vont mettre tout de suite du mouvement. Or, en fait, dans le renforcement, la principale erreur qui est faite, c'est que on part d'un niveau 0, on n'a jamais fait de renforcement, pourtant on a déjà 3, 4, 5, 10 ultras derrière soi, et on oublie que comme on n'a jamais fait de renforcement, on est aussi débutant dans le renforcement. Donc, commencer d'abord par des exercices très basiques, puis amener du déséquilibre, puis après aller vers du spécifique. Donc ça, c'est vraiment, j'insiste là-dessus parce que j'ai été confronté souvent à des gens que j'arrivais à convaincre de faire du renforcement, et tout de suite, ils allaient chercher des exercices bien trop complexes par rapport à leur potentiel. Très bien. Je rajouterais quelque chose. Oui, je rajouterais quelque chose à ce que Sébastien vient de dire, et je suis sûr que ça va parler à Anaïs aussi, parce que d'après moi, c'est justement ce qu'elle fait, mais l'apprentissage moteur, la capacité d'apprendre quelque chose pour que ça devienne des mécanismes un peu plus réflexes. Il y a différentes choses qu'on sait au niveau de la science actuellement qui nous aident à intégrer de façon un apprentissage moteur plus efficace. Et une des choses, entre autres, c'est le focus externe. C'est d'être capable de dire, plutôt que d'intellectualiser sur qu'est-ce que mon corps est en train de faire, c'est de focusser sur quelque chose d'autre. Donc, je me tiens en équilibre sur une jambe, mais finalement, on me lance un ballon et je focus sur le ballon plutôt que de tenir en équilibre sur la jambe. Et ça, c'est des mécanismes intrinsèques qui font en sorte que l'apprentissage moteur va être beaucoup plus efficace. Il y en a d'autres, apprentissage implicite, c'est de penser à autre chose, de ne pas intellectualiser. Tu as l'apprentissage croisé, où on va essayer de varier la manière d'exécuter un mouvement pour que le processus d'apprentissage, en fin de compte, central s'auto-organise. Il y a plein de petites choses comme ça qui vont aider la personne à développer un contrôle moteur plus adéquat que de juste intellectualiser une gestuelle puis dire il faut que je fasse telle chose de telle manière et positionner mon corps de telle manière. Très bien. Anaïs, tu veux réagir? Oui, non, c'est comme il dit, c'est exactement ce que je peux proposer quand on va travailler l'équilibre où on va amener un mouvement, donc par exemple en équilibre unipodal, et on va amener un mouvement avec le haut du corps ou un lancer de balle. En duo, généralement, je fais beaucoup travailler aussi en duo en se faisant des passes, en travaillant, en faisant tourner la balle autour du buste. Plein de petites choses comme ça qui peuvent amener à ce travail-là. Ouais. Parfait.
Allez, on va passer à la dernière partie de notre échange et je suis sûr que c'est la partie préférée de Blaise. C'est la partie renforcement du pied. Allez, alors on va commencer par Seb, tiens. Seb, de ton côté, quelle approche tu as de cet aspect force du pied? Eh bien, écoute, je vais me servir de ta question pour me faire un peu d'auto-promo parce que c'est le premier chapitre de mon livre. Je dis que tout part du pied. Et c'est génial parce qu'effectivement, on parle de renforcement et c'est bien de renforcer toutes les structures qui est au-dessus. Mais le principal, c'est quand même le pied parce que c'est lui qui est en premier contact avec le sol. C'est lui qui va nous renvoyer la première énergie. Et renforcer les muscles intrinsèques du pied, c'est pas important, c'est vital dans le renforcement. Donc, le rendre mobile, mais aussi le renforcer. Et pour ça, je renverrai au livre où je donne quelques exercices très, très basiques qui sont faciles à faire. Et puis, ceux qui n'auraient pas le temps de faire ces exercices de renforcement des muscles intrinsèques du pied, je leur conseillerais d'acheter des chaussures hyper minimalistes et de marcher avec. Pas de courir, de marcher avec. Parce que je te coupe, Seb. Je te coupe, Seb. Ouais. Utilisation du terme minimaliste après... Je regarde 46 minutes d'épisode. Moi, je dis bravo. Bravo. Il fallait le placer, mais après 50 minutes. T'as perdu. Et c'est pas Blaise qui l'a dit en plus. Hein, c'est pas Blaise qui l'a dit. En plus. Je t'ai coupé, désolé. Non, parfait. Alors, peut-être, je laisserai Blaise expliquer ce qu'est l'indice minimaliste parce qu'il est plus armé pour l'expliquer. Même si je l'ai expliqué beaucoup ce matin dans mon interview. Donc oui, je conseillerais aux gens qui ne veulent pas le faire ou qui pensent ne pas avoir les compétences pour faire des exercices de renforcement du pied ou qui n'ont pas le temps, de marcher avec des chaussures minimalistes. Alors évidemment, en y allant progressivement, mais en tout cas, de marcher de la vie de tous les jours avec des chaussures minimalistes parce qu'il y a une étude qui a été menée avec un groupe qui faisait des exercices de renforcement et un groupe qui marchait. Et en fait, on a eu les mêmes résultats. Donc, renforcer son pied, c'est pas important, c'est vital. Ouais. Blaise, est-ce que tu veux enchaîner sur ce sujet qui te... on va pas le... En fait, je veux pas qu'on finisse tout le podcast sur le minimaliste, mais c'est quand même pour moi un sacré paradoxe de discuter avec plein de gens qui parlent de renforcement, de gainage, oui, membre supérieur, oui, membre inférieur, on fait des fesses, on fait des genoux, on fait du corps, mais on est en grosse godasse et on ne s'occupe pas du pied. C'est quand même particulier. Après, on peut faire des exercices de renforcement spécifiques des muscles intrinsèques du pied. Il y a plein d'exercices qui peuvent être faits. Le short foot, après ça, on peut faire tout simplement le heel raise. On monte, descend sur la pointe des pieds. Et puis, finalement, voilà. La seule chose, en fin de compte, c'est que il y a quelques semaines est sortie une revue systématique sur l'effet des chaussures minimalistes sur les muscles intrinsèques du pied. Bien évidemment, on connaît toute cette science-là à la clinique du coureur, donc on sait qu'il y a plusieurs études. Présentement, on en a 8-9 qui ont été publiées où on a comparé l'utilisation de chaussures minimalistes, du pied nu, de la chaussure traditionnelle pour voir qu'est-ce qui se passe sur le pied. Et vous avez des augmentations de force qui vont jusqu'à plus de 50% avec l'utilisation de chaussures minimalistes, à la course, à la marche, etc. Donc, en fait, c'est particulier parce que la chaussure minimaliste, on la voit comme quelque chose de particulier, comme quelque chose d'un peu bizarre, un peu exagéré. Mais en fin de compte, il n'y a personne qui va au gym faire du renforcement avec une ceinture continue lombaire ou avec 2 genouillères pour aller faire de la descente de côte. Non, tu vas faire de la descente de côte pour stresser ton corps, pour l'adapter, pour le solidifier. Tu vas en gym pour faire du military press, pour faire du deadlift ou des activités qui viennent stresser ton dos, tes fessiers et tu ne portes pas de ceinture en même temps. Pas de corset lombaire, c'est la même chose. En fait, on a un standard de la chaussure traditionnelle qui, malheureusement, est un plâtre pour le pied, l'empêche d'être stressé optimalement et va faire en sorte que le pied va développer des fragilités. L'utilisation de chaussures minimalistes, c'est pas un outil pour renforcer, c'est pas du renforcement, c'est juste enlever une béquille, enlever un mode de protection qui fait en sorte que le pied est plus sollicité et il va se solidifier pour redevenir un peu plus normal. On a des millions d'années d'évolution pieds nus, puis le minimalisme n'est même pas au niveau du pied nu. On parle d'un moindre mal, on parle de quelque chose juste pour... Donc oui, pour moi, ça fait beaucoup de sens de dire,
Commençons par être plus pieds nus dans la vie de tous les jours. Commençons par essayer d'enlever nos grosses chaussures. Ayons des chaussures un peu plus flexibles, un peu moins épaisses, un peu moins rigides, pour faire travailler notre pied de la même manière que quand on descend puis on monte des escaliers, on fait travailler nos genoux. Et qu'on ne prend pas l'ascenseur, on préconise l'escalier pour faire travailler nos genoux. Moi, je travaille sur un ballon pour faire travailler mon tronc. Je travaille sur un poste qui peut s'élever avec un tapis roulant, donc je peux marcher pieds nus en même temps que je travaille. Il y a plein de petits trucs, en fin de compte, qu'on peut faire pour intégrer dans la vie de tous les jours du renforcement fonctionnel, inconscient, qui va vous rendre plus tolérant et plus solide. Parfait, Blaise. Anaïs, de ton côté, est-ce que tu travailles cet aspect-là de renforcement du pied? Eh bien, pas énormément. Comme la très grande majorité des sportifs, hein, je pense. Hein. Ouais. Enfin, des coureurs à pied, tout le monde. Et non, pas vraiment. Je sais que je devrais le faire, mais non, c'est vrai que je l'ai pas encore trop intégré. Ouais. Tu n'es pas un minimaliste toi-même, hein? Non. Et puis j'ai beaucoup de mal à être pieds nus. Je pense que je suis très sensible sous les pieds. Donc je me souviens petite, je pouvais pas marcher pieds nus dans les cailloux, quoi. Donc bon. C'est une adaptation, j'imagine, Blaise, tu peux plus soyer cet aspect-là. C'est une adaptation du pied à développer de la robustesse, etc. Hein, j'imagine. Ben, oui, mais comme tout le reste, il y a 2-3 trucs. En fait, c'est que si tu es plus pieds nus, admettons, tu amènes du renforcement musculaire, mais tu amènes aussi des adaptations neurologiques. C'est-à-dire, tu augmentes ta tolérance aux pressions, à l'impact, et tu augmentes ta tolérance aussi aux aspects nociceptifs de l'environnement. Marcher sur des petits cailloux, moi j'ai beaucoup de peine. Pourtant, je cours en chaussures minimalistes avec 70% d'indice minimaliste à longueur d'année. Plusieurs centaines, milliers de kilomètres. Donc, et pourtant, si je sors pieds nus sur les petits cailloux, je suis complètement désadapté. Et mes enfants qui grandissent le plus possible pieds nus sont capables, en bas âge, de courir pieds nus sur les petits cailloux à haute vitesse, sans aucun problème. L'école arrive, ils portent des chaussures de plus en plus souvent. Ils deviennent adolescentes, ils portent des grosses chaussures parce que c'est plus à la mode et plus épaisses et encore plus rigides et plus protectrices. Et là, ils sont complètement désadaptés à être pieds nus. Ce n'est qu'une question d'adaptation. Et si Anaïs, par exemple, dit, ben moi, j'ai vraiment le désir capable de marcher sur les petits cailloux, elle pourrait très bien, en l'espace de 1 mois, progressivement s'y adapter et être capable de courir sur les petits cailloux avec ses petits pieds de caucasienne fragiles, mais qui finalement sont juste hyper sensibles. Seb, allez, dis-nous la vérité. Tu es un minimaliste, toi? Oui. Et mes chaussures pour me déplacer à la vie de tous les jours sont plutôt minimalistes. Et puis oui, je suis plus en chaussures qui ont un indice au max de 70%. Et puis ou alors j'ai des chaussures que j'appelle mes chaussures d'handicapés. Qui ont un drop un peu plus important, tu vois, 6 avec un plus gros stack quand mon tendon d'Achille droit, qui est mon tendon d'Achille, se rappelle à moi et que j'ai dépassé ma quantification de stress mécanique. Mais sinon, non, je suis plutôt minimaliste. Et d'ailleurs, pour rebondir sur Anaïs, moi, le tip que je lui donnerais, le conseil, ce serait de faire son renforcement pied nu. C'est ce que je dis à tout le monde. Je veux dire, d'ailleurs, c'était un de mes dilemmes avec certaines boxes de CrossFit dans lesquelles j'interviens. Et je disais, mais faites enlever les chaussures à tout le monde, là, parce que en fait, on est en train de renforcer tout le corps, mais il faut que la stabilité parte du pied et ils ont des chaussures qui sont même pas adaptées. Alors, certaines chaussures sont plus ou moins minimalistes, mais déjà, faire son renforcement pieds nus, je pense que c'est le B à bas, en fait. Alors, tu vois, quand tu es en salle, mettez-nous ou en chaussettes, mais en tout cas, c'est le petit conseil. Mais oui, je suis cette école, mais parce que c'est bon aussi, moi, je suis adapté à ça. C'est pour ça que je le préconise, et puis Blaise sera complètement d'accord avec ça. Faut y aller avec progressivité, même si je suis intimement convaincu que c'est vital de renforcer son pied. Sébastien a dit quelque chose d'intéressant. En fait, la chaussure est un outil ultra performant. Il a mis 50 minutes avant de dire que j'ai dit un truc intéressant. Je dirais rien. Il a dit quelque chose d'intéressant pour la première fois dans le podcast. Je me reprends. En fait, la chaussure est un outil ultra performant pour protéger le pied. Non seulement les études le montrent, mais on le sait cliniquement. J'ai 24 ans de pratique comme physiothérapeute. La meilleure manière pour réduire le stress sur un pied, c'est de le chausser d'une belle grosse chaussure qui est rigide, qui est amortissante, avec un drop pour réduire le stress sur l'insertion du tendon d'Achille, et ainsi de suite.
Donc, c'est un outil thérapeutique qui est super intéressant. C'est-à-dire que moi, je l'utilise fréquemment dans ma pratique de dire aux patients, OK, là, il faut qu'on te mette une semelle, il faut qu'on augmente le drop, je vais te mettre une talonnette, il faut qu'on ait plus de rigidité parce que là, tu as une douleur au niveau du fascia plantaire. C'est un outil thérapeutique. La problématique, c'est que cet outil thérapeutique-là, qui protège le tissu pour lui enlever de la douleur, de l'inflammation, de la souffrance, ben, fait en sorte aussi que porter de façon chronique va fragiliser le pied. Et je trouve ça toujours très bizarre de faire des débats sur le minimalisme et le maximalisme parce que d'un point de vue, d'une part scientifique et d'une part de cohérence théorique et de logique clinique, il n'y a pas vraiment de débat. C'est un outil de protection qui est super intéressant. En fait, l'homme moderne, actuellement, il a un problème. Il est tellement devenu dépendant de ce mécanisme de protection, c'est qu'il n'arrive plus à l'enlever. Il a tellement porté longtemps sa ceinture lombaire et son corset que maintenant, il ne l'enlève plus. Il le garde tout le temps. Et ça fait en sorte que ces personnes-là, ben, à un moment donné, ils n'arrivent plus à être pieds nus. Ils sont inconfortables pour à peu près tout. Et moi, j'ai des patients, ils n'arrivent plus à prendre leur douche pieds nus. Donc, ils prennent leur douche en flip-flop amortissant pour être sûr d'avoir un peu d'amorti en dessous du pied parce qu'ils sont inconfortables. Mais c'est la même chose. Donc, si on se permet de dire il faut faire du renforcement du membre supérieur pour des trailers quand ça sert peut-être à pas grand-chose, ben, au moins travaillons leurs pieds. Très bien, très clair. Anaïs, réaction, tu veux réagir sur cet aspect-là, ce point de vue? Ouais, non, c'est vraiment intéressant et je fais mon renfort pieds nus. Ah, tu vois. Et c'est drôle parce que ce matin, j'étais avec un groupe et donc on était en salle. À cette période, on est en intérieur. Et il y a des dames qui se sont mises en chaussettes parce que elles préfèrent être pieds nus. Donc j'ai pensé au podcast qu'on allait enregistrer cet après-midi en me disant c'est vraiment dans le sujet. Et ouais, elle me disait qu'en fait, chez elles étaient toujours pieds nus et que là, pour le travail qu'on allait faire, elles étaient mieux pieds nus, quoi. Donc non, c'est vraiment C'était bien dans le intéressant. thème. C'est clair. Blaise, je crois que vous avez sorti vous avez une sortie récemment là pour les enfants, non? Me semble-t-il. Tu peux nous en parler? Ça m'a fait bien rire. C'est pas le bon terme, mais ça m'a bien fait réfléchir. Ouais. Alors le modèle économique actuellement de la chaussure, elle est assez simple. Hein? On vend des chaussures et on les valorise en fonction du nombre de technologies et de petits trucs qu'il y a dessus. Donc, les marques usent d'imagination pour essayer de faire en sorte que leurs produits se différencient. Exemple, on a tout un jour sorti la plaque de carbone. On a commercialisé la plaque de carbone. On sait maintenant que les plaques de carbone ne changent rien à la performance. OK? Revue systématique qui est sortie l'année passée. Il y a une autre étude qui vient de sortir encore. Tu la coupes en petits morceaux versus tu la coupes pas. Elle est rigide, elle est souple. Ça change absolument rien. C'est un autre sujet, mais on pourrait reparler des chaussures qui améliorent les performances. Mais la plaque de carbone dans la chaussure ne change à peu près rien. Mais c'est un outil de commercialisation qui est ultra puissant. Et tout le monde a fait des chaussures avec plaque de carbone actuellement, toutes les marques, parce qu'on a un objet précis qu'on arrive à valoriser, parce que on a une technologie, une nouveauté, une nouvelle chose. Ça, c'est le modèle économique de la chaussure. Et on fait ça avec tous les types de chaussures. On essaie toujours de trouver une petite innovation, quelque chose qui fait en sorte qu'on arrive à vendre notre produit. Le problème, en fin de compte, c'est que les enfants, dès leur tout jeune âge, ont des chaussures totalement inappropriées parce qu'elles ont des talons surélevés, elles sont rigides et de tout jeune, donc tu peux avoir 2 ans, 3 ans avec tes chaussures sont déjà totalement inappropriées. Ça fait en sorte, en fin de compte, que les enfants, 98% des enfants actuellement sont très mal chaussés et c'est vraiment pas optimal pour leur développement moteur. Et la clinique du coureur n'a aucun biais commercial relatif à la chaussure. Donc, on s'est dit, non, on ne peut pas faire des chaussures. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, mais il y en a marre, on va en faire une pour les enfants. Et cette chaussure-là, en fin de compte, ça sera un projet philanthrope. Donc, on ne touche zéro. On investit des sous pour une chaussure qui va être bon pour le développement des enfants. Et on a produit quelques chaussures, en fin de compte, qui sont de à peu près 3 ans jusqu'à à peu près 10 ans en âge. Et on en vend en France, en Italie, en Espagne et au Canada. Et en fin de compte, on a mis le tarif le plus bas par rapport à nos coûts et tous les profits vont dans un fonds philanthropique. Mais on a réussi à faire une chaussure qui est à peu près absente sur le marché actuellement. Parce que sur le marché actuellement, tu as 98% de chaussures qui sont totalement inappropriées, maximalistes, talons surélevés, rigides, avec un fit non anatomique qui déforme le pied de l'enfant. Et de l'autre côté, tu as des chaussures très appropriées, mais qui valent une fortune,
Vivo Barefoot, Altra et compagnie, mais qui sont vendus tellement cher, en fin de compte, que les parents n'ont pas accès, parce que c'est pas tous les parents qui ont accès à ce type de chaussures. Donc, on a réussi à faire une chaussure, en fin de compte, qui en France est vendue à 34 €, je crois, plus taxes. Puis après ça, il y a le shipping puis tous les trucs, bien évidemment, mais on a réussi à mettre un prix ultra bas par rapport à notre coût de production et notre coût de transport et tout. Et c'est un projet purement philanthropique. Mais clairement, si vous avez des enfants, vous avez une responsabilité, clairement. Moi, je suis père de 4 enfants, grand-papa d'une petite fille. On a une responsabilité de les chausser adéquatement pour avoir un développement moteur optimal. Et actuellement, on sous-estime l'effet de la chaussure sur ces facteurs-là. Donc, le truc, c'est que les parents, ils ne sont pas au courant. Les professionnels de la santé sont complètement endormis par rapport à ce qu'on a dit pendant des années où ça prenait des petites bottines, des supports d'arche, des talons surélevés, etc. Mais la science, maintenant, elle est assez claire sur ce sujet-là. Et j'ai fait des débats partout dans le monde sur les chaussures, sur etc. Il n'y a jamais un débatteur qui veut débattre pour des chaussures maximalistes avec des caractéristiques maximalistes chez les enfants. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune raison qu'un enfant ait un talon surélevé ou une rigidité à la flexion qui soit aussi importante que la majorité des chaussures actuelles. Donc, c'est un problème. Pour synthétiser, vos enfants devraient être pieds nus le plus longtemps possible. Et quand ils sont chaussés, ils devraient être chaussés de chaussures le plus minimaliste possible, avec surtout un fit anatomique, c'est-à-dire une forme de l'avant-pied qui respecte la forme du pied de l'enfant. Magnifique, parfait. C'est un sujet qui me touche beaucoup, Blaise. Je trouve que c'est tout à votre honneur d'avoir lancé ce projet-là, philanthropique, je le rappelle, sans biais commercial. Et je rappelle, il n'y a pas de biais commercial non plus entre le podcast et ni la clinique du coureur, ni Sébastien Cornette. Donc voilà. Sébastien, est-ce que tu veux réagir sur cet aspect une dernière fois, renforcement musculaire, minimalisme, etc. Juste peut-être sur le sujet de la chaussure qui, je pense, est la clinique du coureur a toujours été novatrice et porteuse de cassage de codes et tu vois, ça c'est vraiment pour moi, ça sera une date très importante pour moi à la clinique du coureur et ce sera une date très importante aussi dans le mouvement de la chaussure et dans le mouvement de la course à pied. Je suis d'accord. Parce que je disais ce matin, je faisais une interview, j'ai fait un live Instagram avec quelqu'un qui est très connu sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Lucille Woodward, qui est une coach très connue en région parisienne, et enfin dans la France entière, mais qui est en région parisienne. Et on a parlé justement ce matin des chaussures pour enfants, et elle les avait commandées pour sa fille, parce qu'effectivement c'est très difficile. Et étant papa aussi, effectivement, si tu veux respecter un minimum le pied, et là où je suis complètement d'accord avec Blaise, c'est qu'on a une vraie responsabilité. Et moi, je le vois, on a des cours qui s'appellent Graines de Trailer, où on prend les enfants dès qu'ils ont envie de s'amuser. Moi, je disais aux parents, où vous me trouvez une paire de chaussons, alors je vais faire un petit peu de promotion, mais j'ai pas de biais commercial avec cette industrie qui est Decathlon, mais je les ai envoyés vers Decathlon parce que c'était des chaussons qu'on utilise pour aller nager ou en rivière pour se protéger, ou alors ils vont être pieds nus toute l'année. Crois-moi que du coup les parents ont vite trouvé un moyen d'amener des chaussons, parce qu'effectivement ça doit passer par là, et c'est là où peut-être les éducateurs ont aussi leur part de responsabilité. Donc du coup je vais lancer un appel à mes confrères coachs. Si vous encadrez les enfants, ça doit effectivement passer déjà et avant tout par là. Entendu, et je le prends en compte pour moi aussi également. Anaïs, est-ce que tu veux réagir pour terminer ? Écoute, non, c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger sur tous ces sujets. C'est super enrichissant. Donc, merci. Et puis, bravo à vous pour le lancement de cette nouvelle chaussure pour les jeunes. Donc, qui effectivement va être je pense que ça va être un milestone là, assez important. Je pense que tu t'en rends compte, Blaise, que ça a marqué les esprits là, cette histoire de chaussures pour enfants, ou t'es un peu surpris? Surpris, peut-être pas. La seule chose, c'est que je ne sais pas si ça marque les esprits. En fait, c'est que j'aimerais que ça marque les esprits. J'aimerais vraiment que, quand on dit milestone, qu'en fin de compte, on mette quelque chose de très clair de l'avant qui fasse en sorte qu'on change vraiment les pratiques. Parce que la clinique du coureur, c'est ça son objectif. C'est que, autant pour les professionnels de la santé que pour le commun des mortels, les coureurs et autres, on veut changer les pratiques pour des pratiques qui sont plus cohérentes, des pratiques qui sont plus scientifiques. Et la seule chose, c'est qu'on
on se remet toujours en question. Est-ce qu'on y arrive vraiment? Est-ce que les gens écoutent? Est-ce que les gens vont changer d'habitude? Est-ce que les gens vont se mettre… On voit très bien avec le minimalisme, le débutant en course à pied devrait commencer avec des chaussures qui sont surtout pas trop technologiques, etc. Mais la solidité du marketing de l'ensemble des grosses marques est tellement puissante que la clinique du coureur a des influences sur la population qui sont minimes. Et même si on a formé des milliers de professionnels de la santé, même eux sont gênés parfois, même après les formations, de faire des recommandations qui sont basées sur la science et qui sont plus cohérentes. Parce que le marché est tellement puissant, en fin de compte, dans la manière de véhiculer ces pratiques-là que, ben voilà. Donc, j'espère que, tu sais, il n'y a pas de controverse sur la chaussure de l'enfant. Il pourrait y en avoir sur la chaussure de l'adulte. Tu sais, on va recommander, par exemple, à celui qui est habitué à des chaussures maximalistes, qui n'a pas de problème et qui ne veut pas améliorer ses performances, de ne pas changer ses habitudes. Par contre, celui qui commence devrait commencer avec des chaussures plus minimalistes. Minimum 50%, idéalement 70%. On n'est pas vers le five finger, on est vers des chaussures simplement plus simples. Mais autour de ça, il y a du débat. Et autour de ça, ben, on peut s'obstiner un peu, on peut regarder la science, etc. Mais sur les enfants, il n'y a pas de débat. Et pourtant, 98% des enfants sont chaussés avec des grosses godasses parce que le marché n'offre que ça. Très bien. Anaïs, désolé, je t'ai coupé dans la fin de ta conclusion. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose définitivement pour terminer l'épisode? Merci. Ben voilà, magnifique. Non, un grand merci. Super, merci à toi pour ton soutien. Seb, est-ce que tu veux rajouter une dernière chose? Non, te remercier Anaïs, remercier Blaise, parce que surtout Blaise, parce qu'il a dit au moins 2 trucs intéressants durant le podcast, donc du coup une de plus que moi. Donc non, te remercier pour tout le travail que tu fais, parce que si j'ai écouté un de tes derniers podcasts avec mon ami Ludo, avec qui j'ai déjeuné hier, tu n'es pas la voix du trail plus que c'est lui, mais effectivement tu portes aujourd'hui, ta voix elle porte, et donc c'est bravo pour tout le travail que tu fais pour la communauté du trail, et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire, de bavarder, de jaser, comme dirait très bien Blaise, sur d'autres sujets qui nous passionnent tous. Ça me touche beaucoup, Seb. Merci énormément. Merci Blaise. Merci Anaïs. C'était un chouette moment. Et puis Blaise, on se revoit bientôt, mais chut, c'est un secret. On va proposer un super épisode dans pas très longtemps là, qui est en train de se préparer. Merci à tous les trois, vous avez été au top, et merci encore une fois d'avoir accepté de revenir enregistrer l'épisode perdu du LTP. Merci à tous. Merci Anaïs. Salut. Merci. Bonne soirée. Salut, bye. Ciao. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Anaïs, Sébastien et Blaise, que je remercie énormément pour le temps, une nouvelle fois, le nouveau créneau qu'ils m'ont accordé pour réenregistrer l'épisode perdu du LTP. Vraiment, je les remercie du fond du cœur pour avoir pris une nouvelle fois le temps de participer au LTP. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre personnellement sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nico Guilleneuf ou Nicolas Guilleneuf. Vous pouvez également, si vous souhaitez aider le podcast, noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, et n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous, c'est ce qui aide le plus probablement le podcast à grandir. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast, et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut. Merci à toi d'avoir insisté, mais ouais, franchement, nous déjà moi j'avoue, je l'ai mal vécu, je dis à Blaise, mais non, putain, c'était génial et tout, on fera jamais un aussi bon, donc du coup, on dit à tout le monde que c'était notre meilleur podcast. C'est le podcast disparu.